Ok, maintenant nous faisons appel à un philosophe, le professeur Sylvain Tchekoji Bumba. C'est un philosophe. Voilà. Au regard de tous les témoignages que nous avons suivis, je me dois de proposer un thème que j'intitule le nationalisme patriotique. Pourquoi? Parce que dans un contexte où notre pays souffre de velléités de balkanisation, les élites intellectuelles congolaises, évidemment, sont invitées à sortir leur puissant arsenal de guerre. Cet arsenal de guerre est bien sûr la réflexion. Cette réflexion se fonde en raison sur deux vertus cardinales, à savoir le nationalisme et le patriotisme. Pour des raisons méthodologiques, je voudrais conjuguer les deux valeurs en une seule que je nomme le nationalisme patriotique, auquel je vais associer la question de l'identité narrative et de la conscience et de la responsabilité historique. Je voudrais d'abord définir ce que j'entends par le nationalisme patriotique comme vertu cardinale. Je dois dire que les élections de 2016, qui avaient été sanctionnées par l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique, avait aussi révélé le sens du nationalisme patriotique. Certes, ce nationalisme patriotique avait été interprété dans divers sens, mais il est resté pour le peuple américain l'élément fondamental d'union et de progrès social. Le slogan devenu emblématique, America First, avait marqué les esprits et même continue à maintenir l'élan de la détermination et de l'action politique du président américain. Le retrait par Donald Trump de la grande partie de certains accords justifie justement ce nationalisme patriotique. En nous appuyant sur cet élément American First et en le liant à celui de l'UDPS, le peuple d'abord, on peut soutenir que le nationalisme est un élément fondamental dont il faut tenir compte dans l'activité même du pouvoir dans notre pays. Donc, le nationalisme patriotique apparaît ici comme une vertu cardinale pour tout citoyen. L'autorité politique et les intellectuels congolais sont invités plus que les autres. Le nationalisme patriotique doit se vivre dans un cadre de la culture civique, politique et démocratique. En ce sens, il contraste fondamentalement avec la xénophobie, le racisme et l'incitation à la haine tribale, etc., qui, eux, induisent à la fabrique de la trahison politique. Et je dois dire qu'il va sans dire de l'homme politique congolais d'aujourd'hui et de demain. Vu les enjeux politiques et économiques de son pays, qui déchirent le monde occidental, on venait de le dire, et les voisins peu garnis en ressources naturelles, et au regard des velléités de balkanisation de notre pays, l'homme congolais d'aujourd'hui et même de demain est appelé à s'imprégner de ce sens d'appartenance et d'attachement sans remords et à s'engager à préserver l'identité culturelle et l'héritage traditionnel de la communauté politique. Donc, je voudrais
démontrer ici que le nationalisme patriotique a été aussi instrumentalisé par nos pères de l'indépendance. Quelqu'un a déjà cité ce cas déjà ici. Donc je voudrais parler maintenant des pères fondateurs et le nationalisme patriotique. L'idéologie nationaliste et patriotique prônée par les pères de l'indépendance, le respect de la loi fondamentale, la sauvegarde de l'unité et la promotion d'un État congolais uni et fort, s'est incarnée dans l'hymne national. Celui-ci apparaît comme un véritable projet politique des sociétés qui, s'il pouvait s'appliquer réellement, il propulserait un rapide développement et un bonheur aussi bien pour le peuple congolais que pour le pays lui-même. Mais ce projet n'avait pas tardé de connaître des crises d'infidélité et de trahison politique de la part de ceux-là même qui l'avaient conçu. En le léguant à leur progéniture, les pères de l'indépendance espéraient trouver les hommes et les femmes capables de l'intégrer dans leur profession politique en vue de construire un État aussi bien fort, grand et prospère au cœur de l'Afrique et du monde. L'idéologie nationaliste patriotique, dont l'idéal d'un pays uni et de l'effort de développement et de progrès social qui se trouve exprimé dans l'hymne national, nous semble être un édifice de paille construit de force par les hommes venus d'ailleurs. Ceci se manifeste par le fait que les Congolais n'évaluent qu'à peine la juste valeur des colossales ressources et richesses que regorge leur pays. L'abondance des forêts, des eaux et des rivières, du majestueux fleuve, la grandeur du territoire national, la puissance de la jeunesse montante, la richesse des langues nationales et des cultures, l'ingéniosité de son peuple, etc. Plus singulièrement, les élites politiques d'aujourd'hui s'occupent des choses qui portent peu sur le bonheur partagé et le vivre ensemble. Ils se haïssent facilement, ourdissent des complots avec l'étranger contre leur propre pays et contre leur propre peuple. Ils poussent à la haine tribale des uns contre les autres, et ce pour des intérêts individuels et égoïstes. Et donc, que faudra-t-il faire? S'asseoir et croiser les bras pour ne rien faire? Je ne pense pas. Il faut donc envisager une nouvelle voie, un nouveau projet que je dénomme ici un nouveau projet éthique et politique. Dans ce contexte difficile de manque d'estime de soi et de fierté nationale, d'esprit de solidarité, d'ardeur et de travail, de menaces de l'intégrité du territoire national, je propose l'éducation au nationalisme patriotique qui doit devenir une ligne éthique nécessaire, ou plutôt un projet éthique à intégrer dans l'activité du pouvoir. L'autorité politique a ceci comme tâche de lancer une campagne de civisme, de nationalisme et de patriotisme à divers degrés de l'enseignement national. Ce projet doit être différent de celui des années 70 et 80, où le civisme et le nationalisme étaient réduits au culte de la personne du M. Mobutu et de son régime. La philosophie de l'authenticité qui avait accompagné cet enseignement avait faussé sur toute la ligne, car elle ne cherchait qu'à asseoir l'idéologie du régime mobutiste, non la fierté nationale et l'amour du pays et du Congolais. Ceci explique en partie le manque d'estime de soi et de l'autre que soi. Les Congolais d'aujourd'hui
semble avoir perdu les repères culturels essentiels à la connaissance de soi, de son pays, de son peuple. Ce qui explique aussi, et de façon substantielle, la fabrique de la trahison politique qui devient non seulement une arme de positionnement politique, mais aussi d'autopromotion. Donc, je voudrais ici interpeller de façon particulière les élites intellectuelles en posant la question de l'identité narrative et de la conscience historique. J'ai certainement parlé de l'élite politique dans sa diversité de cultures et de formations, en montrant le déficit du sens du nationalisme patriotique qui a abouti à beaucoup de crises, à de multiples crises politiques et sociales. Mais alors, que doivent faire les élites intellectuelles face à ce serpent de mer que nous venons de dénoncer depuis déjà ce matin et qui nous hante et qui menace l'intégrité de notre pays? Certes, tout en intégrant la vertu du nationalisme patriotique, les élites intellectuelles congolaises doivent revenir à la définition de leur identité et de leur conscience historique, de leur appartenance et de leur attachement à un territoire unique et au destin commun. D'abord, l'identité narrative. Qu'est-ce que c'est l'identité narrative? Les récits millénaires racontés par nos ancêtres de génération en génération inscrivent l'identité collective de manière indélébile dans le temps. On dirait que cette identité narrative congolaise, construite par nos ancêtres, se perpétue encore aujourd'hui comme celle biblique du peuple d'Israël qui, au fil du temps, à travers les générations, a toujours cultivé son appartenance et son attachement à sa terre et à ses traditions. Il y a des psaumes qui le disent très bien, vous pouvez le lire. Il y a le psaume 86, verset 57. Il y a également le psaume 137, versets 4 à 6. Il s'agit ici, pour ce peuple, de préserver son identité culturelle. Dans tant un récit, Paul Ricoeur illustre cette identité narrative en évoquant justement le cas de l'identité du peuple d'Israël, de son appartenance et de son attachement à sa terre et à son histoire. Parce que nous avons beaucoup insisté sur l'histoire ici, je crois que le docteur a évoqué ça, telle qu'elle apparaît dans la Bible. Selon ce philosophe français d'origine juive, c'est en racontant des récits tenus pour les témoignages des événements fondateurs de sa propre histoire que Israël biblique est devenu la communauté historique et éthique qui porte son nom. Donc, je cite ici Paul Ricoeur, je vous épargne de toute cette citation. Alors, je voudrais dire que lorsque je parle de la contingence culturelle, je suppose toujours et déjà le fait qu'il faut à un certain moment qu'on assume son histoire, qu'on assume sa pensée. Mais l'attachement à sa communauté de destin et l'engagement à préserver l'identité culturelle constituent pour le peuple congolais des vertus fondamentales de la vie. Aussi, tout membre est-il tenu de garder cette relation et ce lien qui rendent heureuse la vie. On est là dans une sorte de mystique de la relation ontologique et éthique qui conditionne la vie et dicte nos comportements. C'est que la relation avec la communauté, on a parlé de la relation avec notre peuple, avec nos communautés particulières. C'est redit en tant que peuple unique, situé dans le temps et dans un espace donné, appartenant à telle tribu, à tel clan, à tel lignage. Et en tant que tel, ce peuple unique se reconnaît et s'identifie comme un Moulouba, par exemple. Il s'identifie comme un Mungala. Il s'identifie comme un Mouswahili ou un Mukongo. Donc chaque tribu se saisit essentiellement comme membre à part entière. Donc de fait, le peuple congolais marque, avec les autres peuples qui l'entourent, cette relation
ontologique qui est tout à fait particulière. Et donc cette relation devient encore plus forte lorsqu'on la définit en termes de fraternité et de solidarité. On a évoqué le cas de la solidarité ce matin. Donc cette solidarité et cette fraternité sont aussi cosmiques. Cosmiques pourquoi? Parce qu'elles concernent également toutes les choses qui nous entourent, qui sont avec nous et qui partagent notre vie. Donc il s'agit de nos forêts, il s'agit de nos terres, il s'agit de nos rivières, il s'agit de nos ressources naturelles et stratégiques. Et ça, c'est très important pour que les Congolais le retiennent. Donc on pourrait même dire que les Congolais d'hier et d'aujourd'hui ont la conscience de vivre synchroniquement et diachroniquement. Synchroniquement dans la mesure où ils s'éprouvent comme membres responsables sur qui peut compter chacun de nous, chaque tribu, chaque communauté de vie. Et diachroniquement comme membres dont la mission primordiale est d'une part de transmettre la vie reçue des dieux par nos ancêtres, de raconter les récits constitutifs de l'histoire de notre peuple, et d'autre part de conserver, de promouvoir, de renforcer tous les liens, toute cette relation ontologique dont j'ai parlé précédemment. C'est dans l'exercice de cette relation ontologique que peut naître ou renaître notre conscience et la responsabilité historique. Et donc, lorsque je parle souvent maintenant de la contingence culturelle, je suppose toujours, curieusement, le fait de s'assumer et d'assumer son passé culturel, notre histoire, que je cherche toujours à rendre actuelle dans un monde aussi ouvert que complexe. Or, assumer son espace culturel ou son histoire, c'est précisément prendre conscience de la responsabilité historique qui incombe à chacun de nous pour sa culture, pour sa tradition, qu'il prétend ouvrir à l'universel et qu'il propose en même temps comme instrument de l'unité et de fraternité. Je suis en train de tirer ces explications de livres du professeur Okolo Konda, qui est un philosophe bien connu, et je crois que le professeur Karumba, c'est son collègue de beaucoup d'années, il connaît. Et je le cite: « J'assume heure et malheur de mes ancêtres. Je porte le fardeau de mes faiblesses historiques et la gloire de mes hauts faits. Et dans mon agir actuel, je voudrais être le digne fils de mon père et confirmer la réputation dont témoignent mes faits et gestes du passé, en même temps que je voudrais y apporter un correctif aux besoins. » Fin de citation. Et donc la responsabilité historique devient le lieu privilégié où la conscience de l'histoire raconte dignement l'éthique. Il ne s'agit pas de cette forme d'éthique, de la conscience qui obstrue la limite, donc qui limite aussi la responsabilité à mes intentions d'agir, de défendre ma patrie et de préserver toute ma communauté de destin qui m'accompagne justement positivement ou négativement. Il s'agit plutôt d'une éthique de la responsabilité historique où le moi agissant s'assume pour son passé, son présent et son avenir. Dans cette optique, les Congolais doivent s'assumer comme communauté de destin qui porte un projet commun de défense et de préservation de l'intégrité du territoire national, lequel projet tend dans une unité confirmée vers un horizon de paix, de sécurité et de développement. Car nous comprendre et nous assumer, c'est pour moi nous recentrer sur ce qui nous constitue et qui nous justifie devant les aléas de notre existence, à savoir notre histoire commune en tant que peuple, en tant que Congolais. Or, notre histoire commune est aussi l'histoire de ma tribu, de ma famille, l'histoire de mon clan, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple et de mon continent, mais aussi l'histoire du monde qui nous façonne et nous dicte de nouvelles formes de vie
et de nouvelles histoires. Dès lors, on peut déduire deux types de responsabilités historiques. La première consiste à nous approprier notre passé et notre histoire, à l'assumer pour un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants. La seconde, elle, consiste à défendre mordicus l'intégrité de notre territoire et de notre appartenance à ce même espace de vie. Cette double responsabilité doit aller au-delà des limites du rationnel et du raisonnable. Les élites intellectuelles doivent s'éliguer comme dans une unité tout à fait organique et même émotionnelle pour non seulement jouer leur rôle prophétique des dénonciations, mais aussi d'éducateurs et des combats par ce qui lui est singulier, à savoir la science et l'écriture. Le projet éthique à ce niveau consiste à mêler la science à la diplomatie, à assumer la science sur les plateaux du savoir, aussi bien au niveau national qu'international. Au niveau national, la science, ou plutôt notre science, se doit de prendre la forme d'une conscience historique et narrative, c'est-à-dire, elle doit expliquer absolument le sens de notre résistance et de notre présence sur cette terre qui nous avait été léguée par les ancêtres. La science, notre science, tout en engageant la réflexion et la recherche, doit se confondre à une diplomatie chirurgicale. Quelqu'un parle de la diplomatie, mais moi j'utilise le mot chirurgical. Donc une diplomatie chirurgicale, c'est laquelle c'est une diplomatie. Il s'agit d'une diplomatie prophétique qui dit la vérité et qui refuse le détour d'un Occident véreux et des voisins moins bénis. Fort de nos ressources naturelles et de nos matières stratégiques, pareille diplomatie intellectuelle est celle qui nous apportera la paix, la sécurité, le respect et la dignité. Bref, la science, par la science et par l'ouverture, l'intellectuel congolais d'aujourd'hui peut déplacer les montagnes et barrer la route à l'étranger qui instrumentalise l'émiettement de notre pays. Et pour cela, que faut-il faire? Il faut consacrer la pensée, la spiritualité et l'éthique. Donc, pour venir au bout de ce serpent de mer, la détermination des élites intellectuelles doit passer également par la consécration de la pensée, l'élévation à la dimension spirituelle et l'éthique du bien faire. La consécration de la pensée parce que c'est par la pensée que l'intellectuel prend le sens de l'histoire, prend le risque et assume sa responsabilité historique. Car dans la lutte pour maintenir l'élan de l'histoire d'un peuple et la sauvegarde de l'intégrité de sa communauté, il faut que se lève un écrivain, un penseur, un sage ou un spirituel pour relancer la culture, relancer la communauté et l'histoire et les risquer à nouveau dans une aventure, un risque total. Ou pour la défense de notre pays, précisément le renouvellement de notre culture et de notre histoire commune par la pensée ne va pas sans scandale. Il faut d'abord que soient brisées les fausses images qu'un peuple s'est fait de lui-même. La loi du scandale répond à la loi de la fausse conscience. Ainsi, il est nécessaire qu'il y ait effectivement des scandales. Les élites intellectuelles sont donc appelées à accepter de se mesurer devant ceux étrangers voisins ou étrangers occidentaux qui instrumentalisent le projet macabre de balkanisation de notre pays en assumant la loi du scandale et de la science. Donc le renouvellement de la spiritualité vise ici à sortir des carcans et des loges diaboliques orientés vers l'abaissement de la véritable connaissance de la transcendance et de l'union avec notre peuple et avec nos terres et avec Dieu. Puisque je sais que le culte qui plaît à Dieu est celui qui lie l'action à la volonté de Dieu. Or, la volonté de ce Dieu d'amour est la défense des valeurs, de l'équité et de la justice,
d'amour et de paix. Celui qui rend un véritable culte qui satisfait le cœur de Dieu s'est convaincu de lutter contre les démons de la dérive. Vous connaissez les démons de la dérive, je cite quelques-uns ici. Il y a la corruption, l'impunité, le trafic d'influence, l'occultisme, les complots ourdis contre le peuple et contre le pays. Il y a aussi la trahison politique, etc. Donc ici, je pose la dimension éthique qui reste le fait, retour de la question morale en tant que la question fondamentale, que dois-je faire pour bien faire? Mais sous l'angle concret des situations de balkanisation et du pillage systématique et éhonté de nos richesses, de nos ressources minières, qui appellent aujourd'hui une réponse urgente et qui implique nos solidarités fortes, nos relations fortes, notre unité forte, que faudra-t-il faire? Ici et maintenant, mesdames et messieurs, ce qui s'impose moralement pour les élites intellectuelles que nous sommes et politiques congolaises, par où on peut passer, où passe l'obligation de bien faire dans la tâche du médecin, dans la tâche du responsable politique, dans la tâche du mandataire public, dans la tâche du journaliste, du banquier, du professeur des universités ou encore du philosophe que je suis, etc. Donc, je me demande, quand les lignes d'action de sauvegarde de l'intégrité du pays ne vont plus de soi, quand la moralité ne dit plus clairement ce qu'il faut faire socialement et éthiquement, quand l'honnêteté et la justice deviennent trop courtes, qu'est-ce que l'intellectuel peut faire? Justement, l'intellectuel congolais est renvoyé à lui-même. Donc, renvoyé à lui-même, mais il faut se poser encore une autre question, sur quoi il peut s'appuyer. Donc, chacun est ainsi, en dernière instance, renvoyé à soi-même. Donc, qui dit valeur, dit aussi prix. Je voudrais terminer ce point en disant que la prolifération des sectes que nous vivons ici et déloge le déficit de la pensée, la crise de l'éthique, c'est-à-dire des options fondamentales touchant le sens même de notre vie. Les élites intellectuelles congolaises sont appelées à se renouveler elles-mêmes par la vraie pensée, la vraie spiritualité et la vraie éthique, à des décisions vitales, collectives, en vue d'une éthique commune, d'une spiritualité renouvelée et d'une pensée utile et nécessaire dans ce contexte. Dans ce contexte, une valeur permet de rassembler toutes les autres. Donc, la défense de l'intégrité de notre pays, de l'intégrité du territoire national. Cette triple dimension doit être portée par le sens même de la conscience narrative et historique et du nationalisme patriotique. C'est bien cela le moment crucial, ce que j'appelle le kairos. Donc, j'ai conclu, je vois M. Freddy qui s'agite. Je voudrais conclure maintenant en disant, tout au long de cet exposé, je vais résumer pour que les gens retiennent, le langage est trop philosophique, il s'est agi de nuer comme dans un nœud le nationalisme patriotique à l'identité narrative et à la conscience de la responsabilité historique. Les trois concepts ont eu un seul point de chute, le sens d'attachement et d'appartenance à une même communauté et au même destin. Ces nécessités ont défini naturellement le sens ou plutôt la décision à prendre à la défense, quant à la défense du territoire national. La détermination à aller jusqu'au sacrifice suprême, le chef de l'État l'avait déclaré quand il était à l'est du pays. Donc, dans la défense et la sauvegarde du pays, a invité les intellectuels congolais à se renouveler elles-mêmes par la pensée et à intégrer dans leur mode de comportement l'éthique commune et une spiritualité nouvelle. Tout cela est entré dans le projet de reconstruction
d'un Congo uni, d'un Congo fort et d'un Congo prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on va passer maintenant aux questions-réponses. Je ne sais pas si le professeur Kaoumba a un mot à dire. Et il est rapporteur du Sénat. Bonjour. Mon grand-père disait, si tu te fâches contre quelqu'un qui est décédé parce qu'on l'a mis sur ta natte, eh bien, quand on va l'enterrer, il risque d'emporter ta natte. Et tu vas rester sans natte, lui, il va l'emporter. Voilà comme ça, comment on commence le débat, Monsieur Georges. Vous vous demandiez, dans telle civilisation, faisait ceci, dans telle autre civilisation. Il faut rentrer vers notre tradition. Lorsque vous commencez à parler à une population, vous replongez l'auditoire dans la tradition qui est la nôtre. Nous avons entendu des très bons discours qui relèvent de l'éducation à la citoyenneté. C'est depuis autant d'années que Freddy Mulumba fait ce travail. C'est depuis autant d'années que je suis en contact avec lui. Je me rappelle qu'en 2002, j'avais publié une petite plaquette intitulée « Mondialisation, balkanisation et destination universelle des biens de la République démocratique du Congo » en 2002. En 2002. Tout ce qui a été dit, les plaintes qui ont été formulées, les analyses qui ont été données, doivent nous ramener vers une conception fondamentale qui montre que depuis le 19e siècle, le pape Léon XIII, qui avait consacré notre pays à la Sainte Vierge Marie, je ne sais pas si vous le saviez, à la date anniversaire de l'indépendance de la Belgique, Léon XIII avait consacré, le Congo avait écrit une bulle adressée à Léopold pour consacrer le Congo à la Sainte Vierge Marie pour l'éternité. Eh bien, ce pays, depuis lors jusqu'à présent, on considère que les biens de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les biens des Congolais. C'est ça la théorie de la destination universelle des biens telle qu'elle a été conçue à partir du 19e siècle. Les Congolais sont considérés simplement comme des gens qui sont là pour garder les biens qui appartiendraient à l'humanité tout entière et non pas comme étant des propriétaires. Si nous ne sommes pas considérés comme des propriétaires, qui va tenir compte de nos points de vue? Vous allez vous plaindre, voilà, il y a des gens qui viennent du Rwanda, il y en a qui viennent de tel endroit, et ils viennent prendre nos richesses, mais eux, ils disent que les richesses leur appartiennent aussi. Vous êtes les seuls à croire que les richesses vous appartiennent à vous seulement. Eux, ils disent que les richesses appartiennent à ceux qui sont capables de les exploiter, à ceux qui sont capables de les mettre en valeur. Donc, nous sommes dans deux conceptions différentes où pour les uns, les richesses appartiennent à tout le monde, d'abord à ceux qui ont l'argent pour les exploiter, et nous disons parce que nos ancêtres nous ont placés ici, donc la terre nous appartient. Même si en 2010 j'ai écrit un petit livre intitulé « La terre de nos ancêtres ». La terre de nos ancêtres, celle dont nous avons hérité et dont nous nous prévalons, et le peuple auquel nous appartenons, parce que quand quelqu'un dit « mon peuple, mon peuple, mon peuple », le « mon » là, ce n'est pas de la même manière lorsque je dis « mes lunettes ». Mes lunettes, ça, ce sont les lunettes qui m'appartiennent. Mon peuple, ce n'est pas le peuple qui m'appartient, c'est le peuple auquel j'appartiens. Ça nous ramène vers l'identité narrative. Nous avons une histoire, nous sommes une tradition, nous venons de quelque part et nous devons transmettre cela aux générations futures. D'où la nécessité de nous positionner convenablement par rapport à notre territoire, par rapport à notre histoire, à notre identité, pour faire face à ceux qui veulent nous marcher dessus en nous expropriant. Ceux qui ont la possibilité de nous exproprier, ils le feront. Ils ne viendront pas demander notre autorisation. On nous a dit qu'il y a la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre côté, les Européens de tel côté. Est-ce que vous savez que c'est la Chine qui a inventé les examens d'État?
C'est pourquoi on me demande comment vous êtes recrutés. Les examens d'État, c'est la Chine qui les a inventés. Parce que depuis autant de siècles, on recrutait les hauts fonctionnaires à la cour impériale à travers des examens qui se déroulaient à travers toute la Chine. C'est la Chine qui a inventé l'encre indélébile, la poudre à canon. Et aujourd'hui, nous sommes au confluent des enjeux entre des grandes puissances et nous plaignons. Eh bien, les grandes puissances vont nous laisser partir le mort avec notre natte, et nous, on n'aura rien. Donc, nous devons nous réarmer moralement, nous réarmer intellectuellement, d'où l'importance des intellectuels dans tout ce qui se définit, dans les projets de société, dans la diplomatie, et puis dans la conscientisation. C'est heureux que je puisse trouver des jeunes gens comme... c'est Georges, hein? Je sens que c'est quelqu'un qui lit, qui s'intéresse à la science, parce qu'il y en a d'autres qui ne s'intéressent qu'à la musique, alors que moi aussi je m'intéresse à la musique. Mais je lis aussi. Si vous passez votre temps à n'écouter que la musique, sans rien lire, vous n'êtes nulle part. Il faut écouter la musique, aller danser, mais garder du temps pour la lecture afin de nourrir votre conscience et votre savoir et aller de l'avant. Donc, tout ce que je peux faire, c'est une exhortation pour que ce genre de rencontres, qui sont des journées d'éducation à la citoyenneté, qui nous parlent de la balkanisation, parce que ce n'est pas récent. Quand le cardinal en a parlé, lorsque l'évêque de Béni Boutembo en a parlé, ce qui m'a choqué, c'était de constater qu'il venait à peine de le découvrir. Vous ne pouvez pas découvrir ça en 2020. C'est une histoire qui date d'il y a longtemps. L'ami Moulumba, chaque année, revient là-dessus. La guerre des migrations est en cours. Ça signifie qu'on prend des populations, on les déplace d'un endroit vers un autre endroit pour vous pousser, après autant d'années, à les accepter. Ça, c'est une guerre des migrations. Je crois avoir écrit là-dessus en 2013, n'est-ce pas, dans l'ouvrage intitulé « Unis par le sort ». C'est une guerre qui est en cours. Les opérations de HCR, ce n'est pas uniquement pour s'occuper des réfugiés et les ramener chez eux. Quel est ce pays qui a vu les réfugiés rentrer tous chez eux à travers l'histoire? Quand on vous amène des réfugiés, ne rêvez pas de les voir repartir tous. Il faut savoir où vous les amène. Eh bien, le HCR vous en laissera quelques-uns pour toujours. On veut savoir si les Banyamulenge sont des Congolais ou ne sont pas des Congolais. Le président nous a dit qu'ils sont des Congolais. Qui va encore mettre fin à leur appartenance à la nationalité congolaise? Vous pouvez rêver, on ne mettra plus fin à leur appartenance à la nationalité congolaise. Nous devons savoir comment gérer cette situation-là et empêcher qu'une nouvelle guerre de migration, telle qu'elle est en train de s'organiser à Ituri, les images qu'on vous a montrées, les propos qui ont été tenus ici, c'est rien par rapport à la réalité du terrain. C'est que les gens vivent en Ituri. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai été en Ituri à plusieurs reprises. J'ai rencontré les Mbororo en 2012. J'ai rencontré les FDLR en 2008. On a organisé les rapatriements. La guerre d'immigration est une réalité. Les Mbororo qui viennent, si nous croyons que nous allons les bouter dehors, c'est trop tard. Nous devons savoir comment gérer cette réalité de Mbororo. Il n'y a plus de vaches de Mbororo en Ituri, à Ango et donc dans le Haut-Ouélé, dans une partie du Bas-Ouélé, qu'il n'y a des populations. Pour le moment, à Ango, la population c'est 3 habitants au kilomètre carré, mais vous trouvez, je crois, 10 à 15 vaches au kilomètre carré. Que faire devant cette situation? Nous réarmer moralement, soutenir notre armée. Si nous ne soutenons pas notre armée, eh bien, les gens viendront nous arracher notre natte et l'emporter. Voilà le message que je tenais à partager avec vous, en vous invitant à vous réarmer moralement pour que le pays ne nous soit pas arraché par notre propre faute. Merci. Ok, on va prendre d'abord 5 questions. Donc,